Les écrans du savoir continuent à un rythme un peu différent aujourd'hui des autres lundis, mais avec les mêmes rendez-vous. Alors ne ratez pas tout à l'heure Galilée Images et Histoires. Personne ne m'aime, aurait pu dire Louis XI. Il faut dire que ce roi-là traîne une sale réputation. Tortionnaire, sadique, il n'en fallait pas plus pour que Galilée s'intéresse au personnage et corrige le trait. Quand on parle art, on parle peinture, sculpture, musique, rarement numérique ou nouvelles technologies. Net Plus Ultra nous révèle pourtant de nouveaux talents, les artistes cyber. Le Portugal est actuellement à l'honneur au Salon du Livre et sa géographie expliquée dans le dessous des cartes. Jean-Christophe Victor, lusophile, nous propose un panorama en 2 volets. Premier épisode aujourd'hui. Après toutes ces émissions, nous avons rendez-vous pour un long entretien avec Wim Wenders. Avec lui, nous parlerons bien sûr de son dernier film, $2 Million Hotel, mais aussi des influences de ce cinéaste cinéphile, de son approche du cinéma dit européen. Et puis nous aurons droit à une petite leçon de cinéma particulière. Pas mal, non? Mais tout de suite, nous continuons avec Galilée Images et Histoires. Empruntons sa machine à remonter le temps et retrouvons le vrai visage de Louis XI, un roi à la fâcheuse réputation. On dit qu'il allait narguer ses ennemis, qu'il enfermait dans des cages minuscules au fond de caves obscures, qu'il n'avait pas son pareil pour les complots ténébreux et les alliances secrètes, qu'il était un roi sombre aimant travailler dans l'ombre. Mais les châteaux de la Loire qui l'ont bien connu sont prêts à témoigner en sa faveur. Galilée part à la chasse aux préjugés et pourfend les idées reçues. Voici enfin nettoyé et restauré le portrait de Louis XI. La forteresse de Loches dans les Pays de Loire. C'est ici qu'est née la légende noire de Louis XI, celle d'un roi cruel qui enfermait ses prisonniers dans des cages. Mais derrière cette légende, qui était le vrai Louis XI? Louis XI est l'image même du tyran sans scrupules détesté par ses sujets. Cette image montre Louis XI dans un sombre cachot. Il vient contempler la cage de fer où est enfermé son ennemi mortel, le cardinal Balue. Pour avoir trahi le roi, Balue dut rester de longues années enfermé dans cette cage minuscule, privé d'espace et de lumière. Cette gravure est l'œuvre d'un peintre d'histoire réputé au XIXe siècle, Feillant-Perrin. Il y décrit le roi Louis XI sous la forme d'un gnome, d'un croque-mitaine, ricanant, qu'on devine fourbe, calculateur, machiavélique, un peu stratège, et dans un univers sombre, lugubre, ténébreux, qui correspond tout à fait à l'imagerie romantique telle qu'on peut la lire dans le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Un univers propice aux complots, aux intrigues, aux trahisons, bref, à des ressorts romanesques et dramatiques. En fait, les romantiques au XIXe siècle amplifient la légende noire de Louis XI, qui a été popularisée sous la Révolution française, pour condamner l'Ancien Régime de la monarchie absolue, où le peuple était gouverné par des tyrans qui opprimaient les petites gens sous les impôts, les taxes, une époque donc où régnait une profonde injustice. À Loches, on peut rechercher des preuves de la véritable personnalité de ce roi détesté. Les fameuses cages, symboles de la cruauté de Louis XI, font-elles partie de la légende ou de la vérité historique ? Alors la tradition populaire déforme à ce point les mémoires qu'il arrive régulièrement que des visiteurs viennent, ou plutôt reviennent visiter le monument et nous disent « je ne comprends pas, je suis venu ici il y a quelques années, 10, 15, 20 ans, et il y avait une petite cage en fer, qui plus est, elle était suspendue. » Alors que c'est une certitude, la dernière cage qu'il y avait ici à Loches a été détruite au moment de la Révolution. Alors la pièce en fait servait probablement de meule à grains et ça n'a jamais servi, ça c'est une certitude, comme cachot et cachot du cardinal Balue. C'est une pure légende. Pourtant, il y a aujourd'hui une cage dans la forteresse de Loches, mais il s'agit d'une reconstitution. Elle est bien différente des représentations qui ont tant marqué l'imagination populaire. Nous avons retrouvé bon nombre de documents d'époque, notamment un écrit de Philippe de Comines, chroniqueur de Louis XI, mémorialiste,
qui en parlait comme de rigoureuses prisons. Rigoureuse peut-être, mais finalement assez confortable. Le prisonnier pouvait se déplacer, s'asseoir et même coucher dans un lit. Dans un autre document, il est écrit que dans la porte, il y a un trou sous lequel on mettait un bassin pour permettre au prisonnier de décharger son ventre. C'est joliment dit. On enfermait les prisonniers qui étaient punis, ou surtout certains personnages de marque, mais en fait jamais très très longtemps. Probablement ne les enfermait-on que la nuit, par mesure de sécurité. Comme le cinéma l'a représenté, les débuts du règne de Louis XI ont été des périodes très troublées. Il dut affronter les grands du royaume regroupés autour de Charles le Téméraire, qui menaçait de le destituer. Il fut obligé de traiter avec eux et de leur faire d'importantes concessions. Mais l'idée qu'il jouissait seul dans le plus grand secret des souffrances de ses victimes n'est-elle pas exagérée ? Il ne faut pas imaginer que tous les détenus étaient enfermés à l'intérieur de ces hautes murailles, dans le plus grand secret. Il fallait qu'au grand jour éclate la vérité, notamment pour éviter que toute personne ait de mauvaises intentions envers le roi de France. Il fallait que ça se sache. La personne qui tombait entre les mains du roi de France pouvait s'attendre à vivre quelques années difficiles. Il sait beaucoup trop de choses. Il ne faut pas qu'il parle au duc ni qu'il rentre chez lui. Il n'y a pas d'autre issue. Je le connais depuis longtemps. Il faut qu'il meure. Les cinéastes se sont plu à imaginer les supplices inventés par le roi et le plaisir pervers qu'il prenait à y assister. La forteresse de Loches a joué un autre rôle que celui de prison dans la vie de Louis XI. C'est ici, loin de la cour de son père, qu'il a passé ses premières années. Son éducation, très complète, fut celle d'un futur roi. Il apprit le latin, les mathématiques, l'histoire. Mais contrairement à la légende, le roi aimait par-dessus tout la vie au grand air et les longues chevauchées. La chasse resta toute sa vie son loisir préféré. Il fit bâtir à Amboise, sur les bords de Loire, une chapelle dédiée à Saint-Hubert, patron des chasseurs. C'est une scène de chasse qui est représentée au linteau et évidemment c'est tout à fait en adéquation avec la vie des princes, avec la vie de la cour et en même temps avec le site d'Amboise. Nous sommes en lisière d'une très grande forêt, très giboyeuse et le roi Louis XI était un grand adepte de la chasse. Il a un souhait de réaliser cette chasse avec beaucoup de technicité et en même temps donc d'avoir une meute qui soit parfaitement ordonnancée. Et donc les chiens chez Louis XI, c'est vraiment un élément important autour de son art de vivre. Louis XI préféra toujours éviter la capitale et vivre en province d'une façon qui annonce déjà celle des rois de la Renaissance. Louis XI va être itinérant en Val-de-Loire. Il viendra régulièrement à Amboise, même si Amboise n'est pas le seul château qui aura sa faveur, bien évidemment. Ce roi, qu'on dit taciturne et sédentaire, se déplaçait sans cesse à l'intérieur de son royaume. On peut imaginer son cadre de vie en visitant le château de Langeais, qu'il fit construire au bord de la Loire. Ses conseillers, ses gardes, ses serviteurs l'accompagnaient partout. L'image d'un roi économe et même avare fait-elle aussi partie de la légende ? Le roi est un roi qui est un homme d'État, mais qui est un homme d'État raffiné, qui a vu les usages raffinés d'une cour extrêmement élégante, celle de son oncle Philippe le Bon, à la cour de Bourgogne. Donc l'image très austère du roi est vraiment très déformée par rapport à la réalité. Il faut bien penser que le roi Louis XI avait quand même un confort de vie, qui est un confort de vie très opulent par rapport à ses contemporains. C'est le roi de France et il aime le luxe, il aime un certain nombre de choses. Il n'en aura pas forcément une volonté ostentatoire. Autre image classique de Louis XI, celle d'un roi dévot et même superstitieux. L'église de Notre-Dame de Cléry, près d'Orléans, reste le symbole de cette piété légendaire. En août 1443, le futur Louis XI est en train de délivrer Dieppe, assiégée par les Anglais. En plein cœur de la bataille, il tombe en prière
et il fait un vœu à la Vierge de Cléry. Il fera reconstruire l'église s'il obtient la victoire. Louis XI tiendra sa promesse en dédiant à Notre-Dame de Cléry une vaste église. Et il avait fait construire une maison juste à côté de la basilique. Il se rendait directement dans l'église par l'intermédiaire d'un souterrain qui menait directement dans la sacristie. Était-ce une preuve de piété ou l'obsession du complot? Après être passé dans la sacristie, il laissait quelques gardes, et il montait cet escalier étroit pour se rendre dans sa chapelle privée. Voilà, nous nous trouvons dans l'oratoire particulier de Louis XI, au-dessus de la sacristie, d'où il pouvait suivre la messe très discrètement, à l'abri des regards et surtout en toute sécurité. Louis XI est un roi très pieux. Il faut voir qu'en ces temps-là, la religion et l'Église ont beaucoup d'importance. Les rois de France tiennent leur mission de Dieu au moment du sacre. C'est ce que l'évêque leur confie, confie le royaume au nom de Dieu. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il avait une grande dévotion à la Vierge. On dit qu'il avait des médailles de la Vierge partout sur lui, notamment il en constellait son chapeau. Entre la dévotion et puis la superstition, bon, il peut y avoir débat, mais il faut voir qu'en ces temps de ferveur religieuse, Louis XI était un homme comme un autre, même s'il était le roi. Toute sa vie, Louis restait fidèle à Notre-Dame de Cléry. Au faste de la basilique de Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France, il préféra cette simple église où il repose aux côtés de sa femme, Charlotte de Savoie. Ce qui a le plus marqué les esprits, c'est l'habileté politique du souverain et son goût des intrigues. On l'a même appelé l'universel araignée parce qu'il a tissé sa toile sur toute l'Europe. Mais était-il très différent des princes de son époque ? Le roi Louis XI est un adepte permanent du complot. Charles le Téméraire fait du complot un instrument politique. Donc tout le monde complote avec tout le monde. Et bien souvent, on ne sait pas très bien avec qui l'on est. Donc la fidélité, la loyauté ne sont pas des qualités tellement répandues parmi les princes du royaume de France à la fin du XVe siècle. Au château d'Amboise, un document contient les statuts d'un nouvel ordre de chevalerie. Peut-on y voir un exemple de la volonté obstinée du roi d'affirmer son pouvoir? Louis XI va créer ici à Amboise donc l'ordre de Saint-Michel. L'ordre de Saint-Michel, c'est le premier ordre de chevalerie qui va être créé en France, après celui donc de l'ordre de la Jarretière à la cour d'Angleterre, celui de la Toison d'Or à la cour de Bourgogne. Par un geste symbolique, le roi rappelle qui est le maître et qui est le vassal. Et je crois que c'est un signe d'affirmation et de volonté éminente d'un souverain d'instaurer un pouvoir personnel centralisé. Louis XI avait particulièrement besoin de regrouper autour de lui les princes du royaume. Au début de son règne, le domaine royal ne représente qu'une petite partie de la France. Charles le Téméraire possède de vastes territoires et le royaume est divisé en nombreuses provinces. À la fin de son règne, Louis XI a agrandi les possessions royales et élargi les frontières de la France. A-t-il joué un rôle décisif dans la naissance de l'État? Le roi Louis XI va, mieux que d'autres, réaliser cette transformation d'un pouvoir qui n'est pas organisé en une organisation et un système de pouvoir que d'autres après lui vont reprendre, amplifier, moderniser. Mais l'initiative principale, l'origine peut-être de la construction de la France moderne, réside durant le règne de Louis XI. Le portrait que l'on peut tracer aujourd'hui de Louis XI apparaît bien différent de la caricature d'un roi cruel et sanguinaire.